J'ai débranché la prise. J'ai débranché la prise. L'effort, en altitude, ne convient qu'à quelques solitaires de son acabit. Il faut du souffle, de la légèreté, de la spontanéité, de l'harmonie dans tous les mouvements du corps pour pouvoir s'éjecter hors d'un groupe. Les métronomes, trop épais, ne peuvent rivaliser avec ces lutins qui multiplient les banderilles et sortent de leur boîte sans crier gare. Ce sont eux, les vrais rois de la montagne. Avant, ils se nommaient Charles Gaulle, Federico Bahamontes, Julio Jiménez, Lucho Herrera, Lucien Van Impe, Marco semble un des rares à pouvoir prétendre se hisser à leur hauteur. Il part à la conquête des sommets comme il le faisait. Il les gravit avec fougue, en majesté. Il les effleure, il les respecte. Il apprécie les forts pourcentages. Il aime couper la pente rude des virages en épingle, en appuyant toujours un peu plus sur les pédales. Ses muscles fins répondent du tac au tac. Son cœur ne s'affole jamais. Il l'entend battre avec précision sous sa peau. Il respire amplement. Il suit à distance la moto qui ouvre la course en fendant la foule, qui devient de plus en plus compacte, pressante et bruyante au fur et à mesure qu'il s'approche de l'ultime sommet. Il grimpe. Il grimpe. Il grimpe sans se déhancher. En ce 5 juin 1994, il a frappé les esprits. Sa cavale en solo a été suivie en direct par des centaines de milliers de téléspectateurs qui ont vibré en le regardant 2 jours durant virevolter avec aisance. Il a franchi un cap. Signer un doublé dans les Dolomites n'est pas à la portée du premier venu. Il est désormais 2e du classement général du Giro et il va le rester jusqu'à l'arrivée à Milan. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'il vient d'entrer subrepticement dans l'inconscient de nombreux tifosi. On parle de lui comme d'une pépite, un diamant même, qui va briller de plus en plus, et ce, dès que la route s'élèvera. Lille, département du Nord, 2 juillet 1994. Il roule dans les rues de la ville. Il entame son premier tour de France. Je suis venu pour découvrir, pour apprendre et pour aider Claudio dans les ascensions, dit-il. Les
L'épreuve phare du calendrier cycliste international le fait rêver depuis longtemps. Il mangeait du vent et de la poussière. Il descendait parfois rouler sur le sable mouillé. Il se faisait mal aux cuisses. Ça ne lui déplaisait pas. Son orgueil, sa volonté, sa dureté au mal le propulse encore un peu plus haut dans l'imaginaire collectif. Sa personnalité attire la sympathie. Les malchanceux capables de se transcender en trouvant en eux assez de ressources intérieures pour déjouer les coups du sort, parvenant même à les retourner en leur faveur, ce sont des oiseaux rares. Marco a démontré qu'il appartient à cette catégorie de compétiteurs. C'est un battant, un bagarreur, un coriace, un type jamais résigné qui est en passe de devenir l'un des plus grands grimpeurs de l'histoire du vélo. Classé 3e à Paris, il est élu meilleur jeune du Tour. Il peut rentrer en Italie, satisfait de sa première apparition dans l'Hexagone. Le vrai problème, selon ses proches, c'est qu'il tombe souvent. Tous reviennent sur les gamelles plus ou moins graves qui jalonnent son parcours. Comme toujours, après chaque mauvais coup, après chaque blessure, chaque fracture, il se replie, profite du calme de la maison familiale et prend son mal en patience. Il se requinque loin des pelotons et roule seul en Toscane et dans les Apennins avant de reprendre la compétition au Tour de Suisse où il gagne la 9e étape. Début juillet, il se présente au départ de la Grande Boucle à Saint-Brieuc, département des Côtes-d'Armor, dans un état de forme qu'il ne juge pas optimal, mais à peu près convenable. Son apparence a changé. Il s'est rasé la tête et arbore une boule à zéro luisante et bronzée. Cela met en évidence ses oreilles décollées et il se retrouve affublé d'un nouveau surnom. Il s'appelle désormais Il Elefantino. Il débarque en tant que leader de l'équipe Carrera, Claudio en retrait depuis quelques mois, ayant décidé de se mettre à son service. Classique Milan-Turin, 18 octobre 1995. Il court en milieu de peloton, se laisse parfois légèrement décrocher, revient à la force du jarret. Il est un peu masochiste, s'offre au bourrasque, se force à bouffer du vent et de la pluie, se méfie tout de même des feuilles mortes qui jonchent certaines portions de route.
Tout va à peu près bien jusqu'au final. Il reste 7 kilomètres à couvrir quand soudain, lancé à 80 km/h dans la descente de l'ultime col, il voit surgir une Jeep circulant en sens inverse. Elle lui fonce droit dessus. Il n'a pas le temps de freiner, et pas plus de l'éviter. Elle le percute de plein fouet. Il passe par-dessus le capot et retombe lourdement sur la chaussée. Il hurle. Il est en sang. Il souffre le martyre. Il n'ose regarder ses jambes. Il doit se battre pour rester conscient. On s'affaire autour de lui. On le soulève. On l'allonge sur une civière en lui sanglant le corps. Il ferme les yeux. On le hisse avec précaution à l'intérieur d'une ambulance pour l'évacuer sur l'hôpital de Turin où il est immédiatement admis en salle d'opération. Il souffre d'une double fracture ouverte du tibia et du péroné de la jambe gauche. Giuseppe Martinelli, qui accompagne son protégé jusqu'au bloc, craint le pire. Il se demande si ce n'est pas la carrière du petit aigle de Cesenatico qui vient de se briser en ce mercredi après-midi dans les faubourgs de Turin. Le grand espoir du cyclisme italien, le seul à pouvoir gagner à brève échéance le Tour de France, gît sur un lit d'hôpital, loin de la lumière, loin des odeurs d'avant-course, celles des pommades, du synthol, de l'huile de camphre, loin du crissement répété des freins, loin du claquement des dérailleurs et du souffle du vent qui joue des gammes en s'enroulant entre les rayons de 100 à 120 vélos lancés à vive allure sur le bitume. Il vit loin de l'agitation et du brouhaha du peloton, et les nouvelles le concernant ne parviennent qu'au compte-gouttes, à intervalles réguliers. Province de Rimini, 1er août 1996. 10 mois après l'accident qui a failli lui coûter sa carrière, il épingle à nouveau un dossard. La chaleur torride de l'été, le thermomètre frôle les 40 sur la Riviera, est atténué par une brise de mer qui balaie la ville où a lieu le Grand Prix cycliste. Ses proches
et plusieurs de ses supporters sont présents. Christina, sa fiancée danoise, rencontrée dans une boîte de nuit de Cesenatico, assiste également à la course. Il est bronzé, radieux, très effilé. Il porte un diamant à l'oreille gauche. Il dit qu'il a toujours cru en son retour et qu'il va tout mettre en œuvre dans les semaines qui viennent pour retrouver ce qu'il appelle la grinta, ce feu intérieur qui lui permet, quand il est au top de sa forme, de secouer et d'étirer le peloton dès que la route s'élève à 1000 ou 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Son visage s'est un peu creusé. Il dégage une certaine plénitude. Il est toujours aussi peu bavard, mais ne se laisse pas intimider. On le respecte. On sait qu'il en a bavé pour revenir, qu'il a douté bien plus qu'il ne le dit. Son image s'est à nouveau transformée. Il y a, outre son crâne chauve et bronzé, ce nouvel anneau argenté qui brille à son oreille percée. Il s'est fait tatouer un diablotin sur l'épaule en hommage à la mascotte de l'équipe de football du Milan AC et un papillon sur la poitrine. Il porte de temps en temps un bouc au menton. On l'appelle depuis peu Il Pirata. Il Pirata. Cela lui plaît. Dans l'école, je me sens comme un lion, prêt à dévorer sa proie, dit-il, comme un lion, prêt à dévorer sa proie. Marco Pantani a débranché la prise, Jacques Josse, Guillaume Moinet contrebasse, Camille Sancta.